Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans le fond, on a tellement aimé cet épisode-là qu'on a voulu le partager dès qu'on a fini de l'enregistrer. Fait que, au lieu de le publier sur la saison 2, on le publie à la fin de la saison 1, comme vous l'avez aujourd'hui devant vos yeux ou dans vos oreilles, c'est comme vous voulez. Aussi, chose à savoir, on a dit qu'on avait fait 2 parties. Le podcast va être trop long en 2 parties. Fait qu'on a décidé qu'on allait le faire en 3 parties. Fait que ça se peut qu'il y ait des anachronismes des fois, mais c'est un superbe podcast. Anne-Marie, une femme en or, une professionnelle de la sexualité, tellement pertinente, tellement outillée pour nous aider puis dans nos questionnements puis dans nos conflits mentaux. On parle beaucoup de nous dans cet épisode-là, puis on s'ouvre beaucoup à elle, puis elle fait preuve d'une grande écoute. Bref, j'ai déjà fait l'intro, mais il faut encore que je jette des fleurs à Anne-Marie parce que cette femme-là est géniale. Sur ce, bon podcast. T'en as-tu d'autres? Il faut qu'on... Non! Ah, Non! Oh non, Daniel! Attends, je vais aller le chercher. Va le chercher par en dessous. Par en dessous? Oui. Non! Ah, je me morfonds. Ça marche. Je me morfonds. Je n'ai plus... Attrape, esprit. Oui! Ah! Wow! J'ai le petit prince, le jouet qui va me permettre d'enfin satisfaire mes partenaires parce qu'avec mon petit pénis, c'est dur de satisfaire des partenaires des fois, mais ce n'est pas tout le temps le cas. Quand on sait comment se servir de notre corps pour satisfaire nos partenaires et en leur demandant qu'est-ce qu'ils veulent, elles veulent tout le temps le petit prince. Le petit prince. Qui ne voudrait pas le petit prince? Le fils Regardez de cette Nicole? beauté. Cette beauté, regardez-moi, toute la dextérité. Moi, j'ai pas cette endurance de langue-là. Le petit prince, oui. Puis, je fais pas des jets de pulsion d'air géniaux. Donc, le petit prince, un jouet polyvalent, transportable, qu'on ne veut pas perdre et qu'on veut garder le plus près de soi. Mhm. Disponible sur... Eros et compagnie, couille 15 pour 15% de rabais en plus. Exactement. Sur ce, bon podcast. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue au podcast Entre couilles, le podcast sur la sexualité des gars, par des gars pour tout le monde. Vous savez la chanson. Encore une fois, on a reçu Anne-Marie. Il n'y a pas eu d'espace, on a enregistré back-to-back ces 2 parties. Là, on est vraiment allé dans... la première partie, je trouve que ça fait plus d'Aniane. La deuxième partie fait plus moi. C'est divisé Il y a ce pattern-là. Ouais, parce qu'il a posé plus ses questions selon son champ d'intérêt. Puis là, c'est plus mes questions que j'avais préparées. Il y a plein d'affaires. J'infirme ou je confirme des théories amenées par mes matchs Tinder. Et on a parlé de plaisir féminin. On a parlé de plein d'affaires. De slut-shaming. Bref, vraiment un podcast trippant. Dans mes tops, clairement. Merci encore une fois à Anne-Marie, qui est une professionnelle de la sexologie. Et c'est ça, on vous souhaite un bon podcast. Bon épisode. Enjoy. C'est correct si tu peux aller te rafraîchir. Mhm. Mais à un moment donné, on Le n'est pas fameux supposé pénis sentir. lavabo. Absolument. J'ai jamais réussi à le faire. Je suis trop petit. Le pénis C'est lavabo. pas des blagues. C'est que tu vas dans Ah. tu mets tes couilles sur le comptoir du lavabo puis tu te Là, nettoies. Ouais. Ok. Toi, Ouais, as-tu c'est un déjà fait ça? Non. Non, c'est vrai, man. Moi, je vais dans la douche. Ah ouais, à chaque fois. Moi, j'ai une... Check. Moi... C'est rare qu'il s'ouvre sur sa sexualité, donc là, on savoure le moment. Jinx-le pas. Il y a un pattern, ok, que j'ai réalisé. C'est que si j'éjacule et après ça, je me lave pas, là, après quelques heures, ça va sentir comme vraiment, vraiment mauvais. Mais Ça se peut, si ouais. je prends ma douche, j'éjacule pas après, même s'il y a comme 8-12 heures qui passent, comme ça va pas, genre il va y avoir une petite odeur, mais comme ça va pas, il va quasiment pas avoir de différence. Fait que moi, j'ai vraiment compris que c'est l'éjaculation. Il faut que si on a une relation, je me fais faire une fellation, ça, genre, je pense à c'est quand la dernière fois que j'ai éjaculé, est-ce que j'ai pris ma douche depuis? Et là, avec ça, j'ai aucun problème. Moi, c'est un pattern que j'ai réalisé. Hey, je serais curieuse de savoir pour combien d'hommes c'est comme ça. Je suis sûre que tu viens de dire quelque chose que plein de monde ne disent pas. Puis que c'est comme c'est comme top secret. Là. Mais Ah ouais? Daniel, il parle pour la majorité des hommes, souvent. Je trouve que tu es un bon représentant. Merci. Euh, Merci beaucoup. Moi, là, ces temps-ci, j'ai de la misère à bander avec mes partenaires. Qu'est-ce qu'on peut faire pour aider ça? T'es-tu dans ta tête?
En fait, c'est parce que des fois, ça m'arrive que j'ai plus que 2 partenaires en 24 heures. Puis j'ai comme le stress de OK, si je suis venu il y a moins de 24 heures, est-ce que je vais avoir assez de jus pour aujourd'hui? Ah, il est là le problème. Comment on sort de notre tête? Si tu reviens dans le moment présent sur les sensations, il se passe quoi là? Pas en train de te demander si tu vas être capable d'avoir un orgasme ou pas, ou si. Puis à la limite, c'est pas une finalité. Au pire, t'en auras pas, c'est tout. Tu te concentres sur ta partenaire. Tu reviens dans ta respiration, dans le moment présent. Mais ça, c'est une affaire. Il y a des gens qui vont me dire comment je fais pour lâcher prise dans la sphère intime? Ben, tu sais, es-tu capable de lâcher prise dans la vie? La réponse est non. J'ai pas de truc pour toi dans un moment où tu es full vulnérable dans ton intimité avec quelqu'un d'autre. Là. Je veux dire, je veux pas de baguette magique. Là, t'sais. Fait que c'est d'apprendre le lâcher prise au quotidien. C'est d'avoir des moments dans ton quotidien où tu privilégies le OK, là, je suis où en ce moment? Hey, on est dans une salle de podcast. Je sens mes fesses qui touchent la chaise, mon veston sur mes bras. Qu'est-ce que ça sent? Il y a une télé autour de moi, il y a de la lumière. Tu sais, c'est juste de commencer à se pratiquer à faire ça dans ton quotidien. Quand tu arrives dans tes rapports sexuels, ton cerveau, il est déjà rodé pour faire OK, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que ça sent? Est-ce que la température, est-ce que j'ai froid? Est-ce que c'est chaud? Où sont les mains de mes partenaires? Tu reviens dans le moment présent. Parce que ça fonctionne avec le système nerveux. Je ne sais pas si vous le savez, comment ça fonctionne, l'érection? Non, vas-y. Toi, oui? Tu m'expliques. OK. On a un système nerveux qui est comme divisé en 2, mettons. Je simplifie, je vulgarise à fond. Tu as ton système sympathique, puis tu as le système parasympathique qui forme ton système nerveux. Tu as ton sympathique, ça c'est, mettons, tu te fais pourchasser par un lion. C'est lui qui est activé. C'est lui que j'active en ce moment avec mes bras. C'est lui qui les mouvements, là. C'est vraiment le sympathique. Puis tu as le parasympathique qui est plus dans les réflexes de ton corps. Fait que là, on va être dans la digestion. C'est lui qui embarque quand on dort, quand on est relax. Le pénis au repos, son état de repos, c'est l'érection. Puis là, on va faire comme « Ah ouais? Ben je comprends pas parce que je suis en érection, fait qu'il se passe quelque chose. » Non, l'état de repos du pénis, c'est en érection. C'est pour ça que la nuit, les hommes ont plusieurs moments où il y a des érections. Je pense que c'est comme 11 par nuit à peu près. C'est pour ça que vous vous réveillez en érection le matin. Parce que vous êtes la plupart du temps dans un état de sommeil, mettons, paradoxal. Vous êtes dans un état ultra relax. Fait que le matin, érection. Fait que parce que, puis ça c'est bien fait, parce que si tu te fais chasser par un lion ou un tigre, tu veux pas être en érection. Ouais. On s'entend dessus? Faut pas que le sympathique, quand le sympathique il est là, tu veux pas être en érection. Fait que si t'es dans ta tête, en train d'être stressé, qu'est-ce que tu penses qui se passe? En érection, elle fait ciao. Là. OK. Fait incroyable. Faut que tu relaxes, faut que tu reviennes dans le moment présent, que tu te fasses la petite pleine conscience. Puis c'est-tu des muscles qui sont là, puis quand les muscles sont relaxés, le sang passe? C'est comme ça que ça marche? Oui, exactement. On fait le lien avec le tout premier épisode d'Entrecouche. Jadis, ça remonte à longtemps. Ouais. T'avais les cheveux courts, t'avais pas de barbe. J'avais les cheveux courts, j'avais pas de moustache. Jadis, je suis content de mon choix. Maintenant, tout le monde dit que j'ai l'air français ou de Julien Lacroix. Oh mon Dieu! Oh non! Je l'ai pas dit. Pourquoi? Moi, j'ai une question que je suis vraiment curieux, OK? Il y a cette narrative, cette croyance commune, encore une fois, que j'entends tout le temps, que pour les hommes, le plaisir sexuel, c'est plus physique. Pour les femmes, c'est plus mental. Est-ce que c'est un mythe ou c'est pas un mythe? Là, tu dis le plaisir ou le désir? Intéressant. On va faire les deux. On va commencer par désir. OK. C'est prouvé dans les études qu'il y a 2 types de désir sexuel. Tu as le désir réactif, le désir spontané. Est-ce que vous en avez déjà parlé sur vos podcasts? Jamais. Non. J'ai jamais entendu parler de ça. Ah ouais? OK. Bon. Il y a 2 types de désir. Il y a le type réactif, spontané. Je veux dire, c'est self-explanatory, là. Je veux dire, réactif, OK, spontané, c'est lui qui te tombe sa tête. T'es assis sur le divan, t'es comme, oh! Réactif, tu vois Daniel, tu te dis, oh shit, il est beau. Non, attends. Spontané, c'est Daniel, tu le vois, tao, bandé complètement. Réactif, tu l'entends parler, puis là, tao, ça monte. C'est ça? C'est ça? C'est très simplifié. Yeah! Spontané, Je devrais être prof de sexualité. Let's go. Avec toi, comme exemple. Je devrais Ouais, donner c'est dans toutes ça. les classes. Ouais.
Je suis down, let's go. Je me porte volontaire. Je m'excuse, Bon. t'assistes à un moment de bromance. Regarde, je suis attendrie par le moment. Sublime. Mais non, c'est ça. C'est spontané, c'est vraiment ça. T'es assis sur ton divan, puis là, t'as envie d'aller te masturber. Pour aucune raison. Ça t'est arrivé, ça t'est tombé dessus. T'as envie de ton partenaire. Spontanément. Il n'y a pas eu d'effort, c'est là, ça a monté en toi. Puis ça, on voudrait bien que ça nous arrive tout. On s'attend tout à ça. On voudrait tout avoir du désir spontané. Puis là, quand il est plus spontané, on capote. Puis on écrit à Oli avec Anne-Marie pour lui demander qu'est-ce que je peux faire parce que là, j'ai plus de désir. Tu as le désir réactif, qui est un désir où les étoiles doivent être alignées pour avoir envie. Puis les étoiles alignées vont faire en sorte que tu vas avoir un contexte sexuel qui va être propice à avoir du désir. Faut que tu trouves tes turn-on puis tes turn-off. T'as un système, on est comme un char, OK? On est comme une voiture. J'ai du beau slang de rue aujourd'hui. Ouais, tu viens de quel village en Ouais, parlant de même? j'ai d'un char, OK? Vous êtes comme une petite voiture. Vous êtes comme une voiture. Fait que t'as des accélérateurs puis t'as des freins. Puis t'as 2 freins. Dans ta voiture, t'as le break à bras puis t'as le frein au niveau des pieds. Frein de sûreté. Donc, ton accélérateur, c'est tes turn-on. Qu'est-ce qui t'excite? Moi, ce qui m'excite, justement, c'est des conversations, c'est la connexion que je peux avoir avec quelqu'un, c'est quand je me sens bien dans mon corps, c'est plein d'affaires. Tes turn-off, il y en a 2 types. Tu as le type qui est le frein au pied. C'est quoi tes turn-off? Fait que c'est quand les enfants sont dans la maison, quand je viens de me chicaner avec mon chum ou ma blonde, peu importe. Puis ton frein de sûreté, c'est dans ta tête. Oh mon Dieu, est-ce que je suis en train de prendre du temps? Est-ce qu'il sent quelque chose? Est-ce que mon pénis sent quelque chose? Fait que là, ça coupe ton désir. T'es plus du tout dedans. Là. Je pense ça nous est arrivé à tous les deux, le feeling de « Ah non, pas maintenant ». Dans l'espèce de réflexion de « C'est trop tôt, ça va trop vite ». Admettons, nous deux, on en avait déjà parlé, puis c'était ça qui nous arrivait. Des fois, j'avais des rapports sexuels, puis j'avais de la misère à bander parce que j'avais le feeling que c'était juste pas le bon moment. Pas maintenant. Ouais. On réessaye dans 30 minutes. Pas maintenant. Un espèce de blocage. Puis j'ai le goût de dire non, maintenant, s'il te plaît. Puis ça marche pas. Puis on contrôle pas notre. Est-ce qu'on contrôle, en fait, notre break à bras? Ben, tu peux avoir, oui, une influence sur ton break à bras. Tu sais, il faut lâcher prise. Le lâcher prise, là, dans la sexualité, c'est vraiment important. Fait que oui, tu peux avoir une certaine incidence sur ton break à bras, sur ton frein de sûreté. Mais, tu sais, en tout et pour tout, c'est prouvé par les études que le désir spontané, c'est majoritairement les hommes qui vont avoir du désir spontané. Il y a des femmes qui en ont, puis on peut avoir les deux, là. Mais c'est vraiment majoritairement les femmes qui ont du désir réactif. Donc, c'est un cliché, mais c'est la réalité. On a besoin de plus pour être excité, pour désirer sexuellement. Tandis qu'un homme, ça va être comme... It goes from 0 to 100 real quick. Okay. Puis j'ai reçu Gab Marion, parce que là, je sors un podcast dans quelques semaines. Mm-hmm. Cool. J'ai reçu Gab Marion, qui est une femme trans. Ouais, on l'a reçu aussi. Ouais. Ben, moi, j'ai dit, tu sais, ton désir, ton plaisir, là, t'as vécu les deux, là, avec les hormones, tu sais, c'est comment? Puis elle me le disait, là, tu sais, quand que j'étais un homme, ben, ça arrivait plus facilement, c'était spontané, c'est la testo, tu sais. Mais là, depuis que j'étais une femme, sa drive sexuelle est restée haute, mais elle aurait pu baisser parce que là, on a baissé le taux de testostérone puis on a augmenté le taux d'estrogène. Mm-hmm. Fait que, il y a quelque chose là, à ce niveau-là. Toi, Damian, t'es quel type? Moi, c'est un mélange des deux. Je peux pas répondre à cette question parce que j'ai toujours dit, pour une relation sexuelle, j'ai besoin d'une connexion émotionnelle. Je suis pas capable des one night, tout ça. J'ai besoin de me sentir vraiment confortable et moi, ça me prend du temps. Mais d'un autre côté, après ça, une fois que je suis confortable avec la personne, là, c'est clairement vraiment beaucoup physique aussi. Je sais pas. Ben, tes étoiles sont alignées. Tu sais, toi, tu le dis, j'ai besoin d'un confort, j'ai besoin de confiance, d'établir un lien avec la personne. Fait que ça c'est toi. Ça, c'est ton étoile qui doit être là, tu sais. Mm-hmm. Mais je pose des questions parce qu'il y a tellement de gens qui se posent des questions sur comment Damian est au lit. Et j'ai entendu des feedbacks et il est exceptionnel. On en doute pas. Quoi? Mais... Moi, je suis plus réactif. 100%. C'est pas pour rien que moi, je fais pas de one night.
typique. Moi, mes one night, s'il y en a, c'est hey, on va se faire de la bouffe, on va boire du vin, on va jaser, puis après, on va peut-être le faire. Ouais. Tu sais, c'est vraiment plus axé sur... Le contexte. On se fait filer bien. Ouais. On a du plaisir ensemble. J'ai une question pour toi. Attends Vas-y. avant, par contre. On a couvert le désir. Je veux savoir pour le plaisir. Le plaisir. Attends, ça serait quoi la question? Ça serait de savoir si les hommes ont plus de plaisir que les femmes? Non, c'est comme pour avoir du plaisir, est-ce que c'est vrai que les hommes, ça peut être genre juste physique, alors que les femmes, ils ont besoin aussi absolument du côté émotionnel pour avoir le plaisir physique? L'orgasme, en fait, l'orgaste, la décharge orgastique, OK. on va y arriver, je vais vous l'expliquer, mais c'est un réflexe du corps. Quelqu'un pourrait vivre une agression sexuelle puis vivre la décharge orgastique. OK. Puis ça, c'est peu importe ton sexe. Que tu sois un homme, que tu sois une femme, pénis, vagin, ça change rien. Ah ouais? Fait, OK, parce que moi, j'ai toujours... Genre, ça, c'est une autre de mes questions, justement. Mais je me suis dit, les hommes, pour être bandés, faut qu'on soit excités. Donc, est-ce que c'est possible d'être... C'est un réflexe de ton Ouais, corps. c'est un réflexe. J'avais eu un cours de sexualité, puis là, je veux vraiment pas avoir la prétention de dire quelque chose qui va être informatif. Tu me corrigeras si je me trompe. J'ai eu un cours de sexualité au cégep, puis il a complètement changé ma façon dont je voyais la sexualité. Puis ça m'a fait réaliser qu'il faudrait peut-être qu'on en donne plus jeune. Puis ce que ça disait, on nous mettait dans des mises en situation, puis tu le voyais, il y avait des conflits de vision de la sexualité, puis une des mises en contexte, c'était OK, t'es une femme, tu laisses ton mari prendre un bain avec votre bébé, ou genre votre enfant, puis il bande. Puis la façon de le voir, c'est ben, il est juste détendu, tu sais, il est dans un bain, il y a de l'eau chaude, ça se peut qu'il bande, c'est juste un réflexe. Puis il y avait d'autres mondes qui étaient comme, c'est un pédophile. Puis, tu sais, il y a les... Moi, je pense que c'est beaucoup plus un réflexe, de ce que je comprends. Absolument. Là, l'érection, c'est un réflexe. J'ai dit tantôt, c'est l'état de repos du pénis. Puis, tous les êtres humains, quand on entre dans un rapport sexuel, qu'il soit voulu ou non, qu'il soit dans un rapport sexuel voulu, on va y aller de même, tu as la courbe de la réponse sexuelle, qui est les composantes, les procédés physiologiques et psychologiques à travers lesquels un être humain va passer, justement, dans un rapport sexuel. Fait que tu as, tu sais, la fameuse courbe excitation, plateau, orgasme, résolution. Ça, c'est physiologique à 100%, réflexe du corps. Fait qu'il y a des gens, quand ils vivent des agressions sexuelles, qui vont passer à travers la courbe de la réponse sexuelle, qu'il va y avoir de la lubrification, qu'il va y avoir une érection, il va y avoir une décharge orgastique, il va y avoir tout ça. Puis ça culpabilise les gens qui vivent ça quand ils ont des... Parce que là, ils se disent, voyons, mon corps a aimé ça. Non, c'est un réflexe. Donc, on a toute cette capacité-là, peu importe le sexe. Puis là, j'ai dit décharge orgastique, c'est qu'il y a une différence entre l'orgaste et l'orgasme. Ça, je ne sais pas si vous en avez déjà parlé. Oh, non. Fait que l'orgaste, c'est le procédé physiologique. C'est la décharge, c'est la sensation que tu vas ressentir suite à une stimulation. Donc, dans ta courbe, c'est l'orgaste, puis là, tu as la résolution. C'est climax. C'est climax, c'est ça. Mais l'orgasme rajoute à ça la composante psychologique, le plaisir, la notion de plaisir. On ajoute la notion de plaisir à la sensation qui s'est produite au niveau des organes génitaux. OK. Fait que l'orgasme, c'est très émotionnel, c'est très psychologique. Mais on peut avoir une décharge orgastique qui n'est pas accompagnée d'une cohérence là, psychologique, une notion de plaisir. OK, c'est intéressant. Je suis désolé, je vais juste finir là-dessus pour être sûr de bien avoir compris. Donc, mais c'est parce que tu dis que l'érection, c'est l'état de repos. Mais si un homme se fait agresser, il n'est pas en repos. Genre, il va être stressé. Donc, comment est-ce qu'il peut bander s'il est stressé? C'est ça que je veux savoir. C'est une bonne question. Tu sais jamais comment tu vas réagir dans ce genre de situation-là. Puis il y a une stimulation. Tu sais, t'es peut-être en mode survie là, au moment où on se parle dans cette expérience-là qui est traumatisante. Fait que ton corps, il réagit d'une façon qu'on peut pas l'expliquer, on peut pas le contrôler. Fait qu'il y en a pour qui, justement, quand il y a un stress psychologique, il va avoir une perte d'érection, mais il y en a plein qui vivent des stress psychologiques qui perdent pas l'érection aussi, tu sais. Fait qu'on est juste vraiment tous différents à ce niveau-là. Fait que ça se peut que quand tu vis une agression sexuelle, il y a une érection, même
une décharge orgastique. OK. Là, c'est une question plus d'allure sociétale, moins sur l'anatomie. Pourquoi tu penses que le slut-shaming, c'est encore très commun? Tu sais, on est dans un système, puis là, tu la féministe en moi là, qui va. C'est bien qui va correct, parler, on là. l'a invité elle aussi. C'est pas juste la sexologue qu'on va entendre. Oui, mais c'est ça, tu sais, c'est. On est dans un système patriarcal qui a longtemps privilégié les hommes, puis qui a longtemps placé les femmes dans des rôles. Puis en ce moment, on est en train de péter les conventions avec des mouvements comme le MeToo, par exemple, ou là, il y a beaucoup de femmes qui sont sur OnlyFans. Puis, tu sais, on est comme en train de... Les femmes, on est comme en train de dire, regarde, on n'en a rien à foutre là, de ce que vous pensez, là, puis on y va pareil, tu sais. On est vraiment en train d'exploser ces conventions-là. Puis je pense que le slut-shaming provient d'une vieille mentalité, qu'on continue de traîner comme un gros boulet en arrière, là. Puis ça vient teinter puis influencer notre façon de voir les choses, les conventions qu'on est en train de péter d'une façon complètement différente de ce qu'on a fait avant. C'est juste comme un pli. C'est comme quand, mettons, tu as plié une feuille de papier, même si elle a été dépliée depuis super longtemps, il y a encore un petit pli, là. On est comme là, en ce moment. Mm-hmm. Puis, je sais pas, les filles, entre nous, il y a de quoi, là? On dirait qu'il y a une jalousie, là, qui peut être super présente. On a de la difficulté à être solidaire, je trouve, des fois. Une jalousie dans le nombre Entre de nous. partenaires? Non, juste entre nous. Tu sais, on va se juger, on va se... Fait que je trouve que même nous, en tant que femmes, on contribue pas tout le temps à se défaire du slut-shaming et autres types de commentaires. J'aime que tu compares ça à un changement de mentalité. Puis ça fait un lien avec quelque chose que j'ai vu dans mon cours à l'université récemment, que à chaque fois qu'il y a un changement dans les visions de la société en général, il y a du monde que leur tendance, leur démarche, ça va être de revenir aux anciennes valeurs puis d'aller dans les extrêmes. Peut-être aussi pour ça que, mettons, Andrew Tate, ça a explosé récemment. Parce qu'on est en train de vivre un changement de valeurs de la société. Puis face à ça, les personnes qui se sentent dépassées vont avoir une envie de nostalgie des valeurs traditionnelles. Et donc, vont se retourner vers des trucs plus à droite, si on veut mettre ça sur l'espèce de boussole. Mais je trouve ça fascinant, ce que tu avances. Oui. Je pense que ça tend à changer, mais ça va prendre du temps, tu sais. Puis il n'y a rien d'acquis au niveau de nos droits, puis de comment on peut Il y a encore beaucoup d'inégalités, d'inéquités. On n'est vraiment pas rendu dans un safe space encore. Mais... Tu sais, après ça, le patriarcat, c'est pas juste les femmes, là, ça affecte les hommes à un autre niveau, là. Puis c'est un peu ça que je veux mettre de l'avant dans le podcast que je commence super bientôt. Ça s'appelle « Entre elle et lui avec Frank the Dripper. Yeah. Puis on va... C'est comme un match super inattendu, là. Ben, pour vous avoir vu au gala, ça faisait du sens. Vous partez un podcast, vous deux ensemble? Oui. Ah, cool. Oui. Cool. Oui. Fait que, mais c'est comme de mettre de l'avant, justement. Tu sais, il y en a des différences entre les hommes et les femmes, tout ça. Mais tu sais, je veux vraiment comme mettre de l'avant que c'est pas juste les femmes qui sont affectées par le patriarcat, là. C'est encore plus les hommes. Ce sont les hommes à qui il faut donner de l'amour présentement pour qu'on finisse par bien se sentir, toute la gang. Ouais. Merveilleux. Il y a un livre qui s'appelle For the Love of Men. Je sais pas si vous avez déjà... c'est en anglais. Il est là en français aussi. C'est Elizabeth Plank. C'est une féministe aguerrie. Trump, il l'a bloqué sur Twitter. Parce qu'aux Jeux olympiques de je sais pas quoi, il avait demandé aux boxeuses de porter des jupes. Regarde, veux-tu bien? Là, on se donne des tapes à poire. Puis là, tu veux que je porte une jupe. Là, parce que j'ai une vulve et des seins. Là. Come on. Tu sais. Puis ça avait fait un gros tollé. Puis elle avait été au front, puis Trump l'avait bloqué sur les réseaux sociaux. Ça, c'est un de ses plus grands accomplissements. Mais elle est vraiment tournée sur les hommes. Comment est-ce que les hommes sont affectés par le patriarcat pour démontrer à quel point c'est rough. La culture de justement... Peut-être qu'on peut faire un lien avec ce qu'on disait au tout début, notre rapport aux émotions. C'est peut-être aussi implémenté par ça. Dès l'âge de entre 4 et 6 ans, déjà, on commence à traiter les hommes différemment que les petits garçons différemment que les petites filles au niveau de leurs émotions. Moi, je vais rentrer là-dedans, OK? Fait que ça, c'est un sujet qui m'a toujours fasciné. Parce que je vois le côté société,
Mais il y a aussi le côté biologique. Mhm. OK? Puis, ce que je suis vraiment curieux, c'est tout le temps la question, est-ce que ça vient de la société ou est-ce que ça vient de la biologie? Par exemple, testostérone versus estrogène. Genre, on a des réactions différentes. Donc, est-ce que, par exemple, cette pression-là qu'on ressent, les hommes, à performer, à être meilleur, à comme cet aspect compétitif, est-ce que ça vient de la testostérone? Ça vient de la socialisation. Fait que ça, c'est pas la testostérone. On Aucun rapport. On peut pas nier que la testo puis l'estrogène ont des influences sur nos façons de percevoir les choses, nos façons de réagir, nos façons d'être. Okay? On peut pas le nier. Puis tu prends une personne trans qui a fait une transition, puis elle va te le dire. Je pensais de telle façon, je voyais les choses de telle façon, je ressentais les choses de telle façon quand il y avait plus de testo dans mon corps. Là, c'est autrement parce qu'il y a plus d'estrogène, il y a moins de testo. On ne peut pas nier. Là, il y a quelque chose de chimique. Là, je veux dire, juste, mettons, avant d'être menstruée en tant que femme, on vit ce qu'on appelle les SPM. C'est plus fort que nous autres, là. On le voit des femmes à la ménopause aussi, ça les change complètement parce que les hormones changent à l'intérieur du corps. Mm-hmm. On ne peut pas nier qu'il y a quelque chose là. Mais au-delà de ça, il y a une socialisation qui est faite, qui est extrêmement différente chez les hommes, chez les femmes. Puis comme je disais, c'est dès l'âge de 4 à 6 ans, on apprend aux hommes à être différents, à vivre leurs émotions différemment. Une petite fille va se fouler un doigt. « Oh, ma petite puce, ici, nanana. » Là, tu te foules un doigt, t'es un petit garçon, puis c'est comme « Maman, ton bobo, OK, good. T'es correct, là. C'est correct. » Mais la petite fille, on l'a laissé pleurer, on l'a cajolé, Fait que le petit gars, lui, il apprend. Puis la compétition, là, ça se passe ici, là. C'est pas de la testostérone. C'est vraiment... C'est un esprit de compétition. Tu as parlé de performance aussi. On apprend aux hommes à être performants. C'est pas de la testostérone qui te rend performant. C'est ce que tu dois faire de ta vie en tant qu'homme. T'es homme, donc tu dois être d'une telle façon. Ça fait tout sens, ce que je dis? Oui, très intéressant. Et je veux qu'on aille profond là-dedans parce que, mettons, on regarde les animaux. Les mâles se battent entre eux pour avoir la femelle. Les femelles, comme souvent dans la nature, se battent pas entre eux pour avoir l'homme. Donc, comme ce que tu veux dire, c'est que c'est tout le temps un mélange des deux, dans le fond. C'est comme une combinaison des deux. Il y a le côté biologique, puis le côté socialisation. société. Absolument. OK. Absolument. C'est ça que... On dirait que je veux tout le temps trouver comme c'est un des deux, mais c'est vrai, ça doit être un mélange des deux. Ben oui. Tu sais, je veux dire, un bébé, l'enfant, là, l'enfant de 4 ans, là, qui s'est foulé le doigt, là, lui, il sait pas, là, qu'il doit être d'une certaine façon, là. Il apprend à refléter ses... Tu sais, justement, dans le livre que j'ai mentionné, là, d'Elizabeth Plank, c'est super intéressant, tu sais, parce que elle, ce qu'elle dit, c'est que, bon, aux États-Unis, tu sais, il y a un gros problème au niveau de l'utilisation des armes à feu. Puis il y a des gros débats à ce sujet-là. Mais, genre, 95% des utilisateurs d'armes à feu sont des hommes. Donc, est-ce que le problème, ce sont les armes à feu ou ce sont les utilisateurs d'armes à feu? Pourquoi les femmes, elles, n'utilisent pas les armes à feu? Pourtant, elles sont autant disponibles, accessibles. Les femmes commettent moins. Il y a moins de criminalité parce que on est moins dans notre colère. On sait plus comment assesse nos émotions. On sait plus comment les vivre. On sait plus comment les gérer. On sait plus quoi faire avec. Un homme, il y a comme un build-up qui se fait. C'est difficile d'aller chercher de l'aide. C'est difficile d'aller en parler. C'est prouvé que les hommes ont moins d'amis. En vieillissant, là, quelqu'un qui n'est pas en relation, whatever, aura moins d'amis qu'une femme. Plus difficile pour un homme de sortir, puis de connecter, puis de... Fait que ça devient plus difficile. Puis c'est un facteur de bien-être, d'ailleurs, pour un homme d'être en relation amoureuse. Fait que ça va arriver que des hommes vont baisser leurs standards pour être en relation parce que c'est vraiment un gros facteur de bien-être. Fait que la conversation doit être faite autour des utilisateurs des armes à feu qui sont les hommes. Pourquoi ce sont les utilisateurs principaux d'armes à feu? Pourquoi? Il y a quelque chose autour de ça, tu sais. Fait que, clairement, il y a quelque chose au niveau de la socialisation, puis ça provient du patriarcat qui dit que les femmes sont d'une façon, les hommes sont d'une autre façon. Au-delà des hormones.
Il y a une question que je me pose. On change de sujet. Je suis désolé. Bon, vas-y. 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 Moi, j'ai un autre truc que je veux dire là-dessus. Est-ce que, alors, t'encouragerais qu'on élève les enfants, les petits gars, les petites filles de la même manière? Oui. Copy-paste, genre. Absolument. OK, intéressant. Pourquoi ça serait différent? Intéressant. Parce que, ben, genre, comme c'est vraiment une question, genre, personnelle, là, chacun fait comme il veut. Mais moi, ce qui m'amène à réfléchir, c'est que, encore une fois, il y a le côté biologique qu'on peut pas nier et le côté société. Fait que, vu que biologiquement, on est différents, automatiquement, ça pourrait amener, pour que un homme se sente à son meilleur, c'est un tout petit peu différent que pour qu'une femme se sente à son meilleur aussi. À sa meilleure, tu vois. Fait que, puis aussi, je sais pas, je voulais aussi te poser cette question-là, c'était dans mes questions. Est-ce que toi, comme le côté spirituel, genre énergie féminine, masculine, comme t'as exploré ça un peu, ou est-ce que comme, ou tu penses qu'il y a une influence sur les relations, sur la sexualité, le bien-être? On appelle ça énergie masculine et énergie féminine, puis après ça, on l'associe à un sexe puis à un genre. Mais je pense qu'on a toutes deux énergies à l'intérieur de nous. Là. Je veux dire, c'est un spectre, encore une fois. Il y a tout le temps deux côtés à un spectre. Donc, je pense qu'on a tout à l'intérieur de nous. Après ça, c'est pas parce que tu as un pénis entre les deux jambes ou une vulve entre les deux jambes qu'on devrait t'influencer à dire, ben c'est comme ça que tu vas vivre ton spectre. Mm-hmm. Puis c'est comme ça que tu vas vivre ton spectre. Littéralement, si on éduquait tout le monde de la même façon, sans attribuer des rôles, parce qu'elle a une vulve puis lui a un pénis, ben là, je pense qu'on serait à notre meilleur. Parce qu'il n'y aurait pas de... Parce que j'ai un pénis, je dois être comme ça. C'est full inconscient, mais c'est comme ça c'est de même qu'on se parle. Là. Puis après, genre, ils se découvriraient eux-mêmes. Naturellement, organiquement. Naturellement. OK, intéressant. Ça fait du sens? J'ai Oui, comme absolument. une idée. On va clore le podcast puis on va faire une partie 2. Parce que le parce podcast que- commence à être long. Fait que merci. On a beaucoup de choses à courir. Cool là. 15, encore une fois. On réitère le propos. Je vais aller faire pipi. Puis on se retrouve pour une partie 2. Let's go. Ma Fait que mère- t'as vu un homme être capable d'être émotif Ah, puis fucking. de s'assumer Mon père là-dedans, était tu sais. fucking needy avec ma mère, puis il avait besoin de Mm. se faire rassurer. Mon père était insécure, puis je me disais, alright, c'est ça la dynamique des relations. Je pense d'ailleurs, c'est pour ça qu'au début, quand je datais du monde qui venait peut-être, tu sais, j'ai l'impression que plus on s'éloigne de la ville, plus les stéréotypes de genre sont encore Intéressant. mis de l'avant. Ouais, oui. Donc, tu sais, l'homme qui promène son tracteur, Ouais. promène ses cochons, tu sais, c'est Ouais. un vrai homme. Mais, Tu vois ce que je veux dire? Ça va même... C'est inconscient. Parce qu'on t'a donné des tracteurs quand t'étais jeune. Ça t'a donné le goût de faire des... Mais tu sais, peut-être que t'aurais aimé ça être papa à la maison parce que finalement, t'as joué avec des poupées. Mhm. fait que, tu sais, au début, ça donnait juste que je datais du monde qui venait comme d'une ville pas loin de Québec, de La Chute, tu sais, des endroits qui sont pas si proches de Montréal ou des grandes villes. Puis ça faisait en sorte que toutes mes relations, c'était des échecs. Parce qu'il me disait, j'ai jamais daté quelqu'un comme toi. Meaning, ben, je parle dessus d'un homme qui a cette approche-là, qui a cette attitude-là en général par rapport à la sexualité, puis en général. Tu sais, mettons, moi, ça m'a jamais menacé de demander qu'est-ce qui te fait plaisir. Mais je sais que c'est un Ouais. déclencheur pour beaucoup de monde, parce que je me dis, ben, moi, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de questions qui me rendent plus niaiseux que d'autres. Je fais juste. C'est une question. Ouais, c'est une question, exactement. Une autre de nos passions, c'est la porn. Puis je dis passion, c'est un sujet passionnant. Puis une question que je pense Daniel et moi on se demande depuis un moment, quels sont les impacts d'un contact à un très jeune âge à la pornographie? J'ai fait un podcast complet là-dessus parce qu'il y en a beaucoup des impacts. Tu sais, avant l'âge de... Oh, c'est sûr, je me trompe. C'est 18 ou 21 ans, notre cerveau n'est pas encore... Forgé. Forgé, Mais c'est là, 25 ans, il me semble. Ouais, c'est dans ce coin-là. Mettons, Parce que on moi, va on m'a dire. souvent dit, bois pas d'alcool avant que tu aies 25 ans. Et Ben, je l'ai c'est pour fait ça. à 14 ans. Fait que c'est pour ça que je fais un podcast maintenant puis que j'ai pas de doctorat. Écoute, là. C'est une des raisons pourquoi ils interdisent l'alcool avant 21 ans aux États-Unis. C'est que ça va venir affecter le développement de ton cerveau et la pornographie vient affecter le développement du cerveau chez les jeunes.
C'est vraiment c'est un fléau, là, je veux dire. Il n'y a pas d'éducation sexuelle autour de nous. Puis là, ben, on se tourne vers la porn. Puis, ben, on voit ces images-là, on les internalise. On les Internalise, oui. ouais, c'est un mot, c'est un anglicisme. Totalement. Puis on prend pour acquis que c'est ça. C'est ça la vie. C'est comme ça que ça se passe. C'est prouvé, j'ai pas les chiffres, là, mais c'est prouvé qu'il y a beaucoup plus de violence dans les relations, les rapports sexuels, puis que c'est normalisé. Les jeunes femmes s'attendent à vivre la violence dans leurs rapports sexuels. Parce que c'est comme ça dans le porn. C'est normal. Fait qu'il y a des choses qui sont acceptées que, vraiment, quand on les étudie de plus près, on fait comme, c'est vraiment acceptable, tu sais. Fait que les jeunes vont chercher leur éducation là-dessus, puis c'est délicat. Moi, je pense que ça fuck aussi le rapport que le dude a. Admettons, nous, on a commencé à regarder de la porn super jeune. Moi, j'avais 8 ans, lui, il avait 9 ans. Ça a clairement fucké ma vision de la femme. Mm-hmm. Totalement. Dans ma tête, il suffisait que je sois au bon endroit au bon moment pour que j'ai des rapports sexuels. Parce que, tu sais, tu vois la vidéo, le dude, il arrive avec sa pizza, t'es comme, hey! Puis tu te rends compte, hey! Le dude, il est pas particulièrement beau, la fille est magnifique. Fait que le dude, il a juste été chanceux de tomber là-dessus. C'est vraiment juste une question de circonstance. Je pense que ça contribue aussi au fait qu'il y a beaucoup de dudes qui perçoivent la femme comme une espèce mystique qu'on comprend pas totalement. Constamment, je comprends pas ce que ma blonde veut me dire, mais je pense que ça contribue à ça. Ben là, c'est clair. Énormément. Ben c'est clair, là, on dépeint la femme comme étant une soumise totale. C'est des scénarios, on est dans le male gaze. Le male gaze, c'est la perception de l'homme hétérosexuel. On regarde ça là, pour que les hommes hétéros là, adorent ça. Il y a de plus en plus de femmes qui écoutent juste de la porn lesbienne parce que les scénarios sont tellement plus doux, plus sensuels. On est dans l'alignement des étoiles. Fait que, tu sais, on est dans... C'est hyper phallocentré. Les rapports sexuels se terminent quand il y a une éjaculation, qu'elle a eu du plaisir ou pas. Après ça, comment tu vas arriver dans ta vie, dans tes rapports sexuels, puis filer fleur bleue, là? Bonne chance. Tu risques de répéter exactement ça parce que c'est comme ça que c'est. Puis on est des êtres qui apprennent par imitation, beaucoup. D'où le phénomène qu'il y a beaucoup de monde qui fake. Je pense que ça vient plus que la pornographie, mais je pense que la pornographie a vraiment pas aidé à ça. Ben, on les voit, là, ils se font pénétrer à fond Mont-Léon, là. Puis ça a l'air d'avoir du plaisir, là, à n'en plus finir. Ça crie, ça a l'air incroyable. Puis là, toi, tu fais partie des 4 femmes sur 5 qui n'ont pas d'orgasme lors de la pénétration. Puis là, t'es comme, OK, j'ai du fun, j'en ai pas, je suis supposée en avoir. Ben, regarde, la fille dans le porn a crié, ben, je vais griller. Fait que c'est délicat. La porno, pour vrai, c'est une source où est-ce qu'on peut se permettre de vivre des fantasmes qu'on n'a peut-être même pas envie de réaliser, mais qu'on a quand même. On peut aller chercher de l'inspiration. On peut s'exciter avec de la porno. Il y a toujours des bons et des mauvais côtés dans tout. Mais il faut vraiment faire attention avec ça. Il y a aussi... je suis surprise, mais il n'a pas encore posé la question parce que il y a des gens qui vont dire, ben, tu sais, vu que j'ai commencé jeune, ça escalade, c'est de plus en plus intense, mes fantasmes, etc. C'est un très, très petit pourcentage des gens chez qui ça fait ça. Fait que ça, c'est un mythe de penser que tout le monde a besoin de regarder de la porn de plus en plus... Je pense qu'on est des vétérans de la porn, fait qu'on sait que c'est pas forcément réel, à moins que ce soit ton cas, à toi, Daniel. Moi, c'est mon cas. Ah ouais? Ouais, moi, c'est mon cas. Moi ça a été vraiment comme... Ce qui m'a affecté le plus, c'est premièrement mon rapport à ma performance. Donc, les expectations de comme durer vraiment longtemps. Puis aussi, on dirait avant mon premier rapport sexuel, genre, j'ai jamais réalisé que clairement la grosseur des pénis là-dedans, c'est comme énorme comparé à la moyenne, mettons. Ouais, c'est genre moyenne over, là. C'est comme... Ouais. Fait que là, mais moi, j'avais un bon rapport à mon pénis, c'est chill. Mais quand je suis arrivé à ma première relation, tout d'un coup, dès qu'il fallait que je sois nu, là, j'étais comme, oh shit,
attends, genre, c'est différent que dans les vidéos, puis tout d'un coup, bam, là, je pouvais pas bander, et ainsi de suite, là, ça a dégénéré. Puis l'autre manière que ça m'a affecté, c'est vraiment le côté fantasme. Parce que moi, je fais partie de eux que le fantasme a commencé de quelque chose de petit et a dégénéré. Et malheureusement, c'est la première fois que je m'ouvre là-dessus, sur le podcast. Je vais pas nommer c'est quoi le fantasme, mais j'ai fini par comme le réaliser. Et j'ai eu un énorme regret et ça m'a mis en état de dépression pendant des années. Et ça, c'est pour cette raison que ça fait maintenant 7-8 mois que je regarde plus de porn. Et ma vie a complètement changé. Et d'ailleurs, je commence bientôt une business qui coach les gars qui veulent quitter la porn aussi. Et je les aide à quitter ça. Parce que moi, ça a vraiment complètement changé ma vie. Et vraiment, le fait justement que j'ai commencé à 9 ans. Fait que dès que j'ai été curieux de c'est quoi le sexe, première chose que je fais, j'écris sexe.com sur Internet. Et là, je vois tout de suite ces images-là. Fait que clairement, c'est mon image de la sexualité qui n'est pas l'éducation sexuelle optimale. Fait que ça serait quoi que tu encourages? Comment on pourrait encourager l'éducation sexuelle auprès des jeunes pour qu'elle arrive avant la curiosité vers la porn, mettons? Il y en a même certains qui disent qu'il faudrait commencer en 5-6 ans. C'est que c'est rendu tellement accessible. Ça n'a pas de bon sens. On est à un clic d'un monde illimité, gratuit. Je veux dire, en tant que parent, je veux dire, tu ne peux pas... On est des êtres, là, on va y arriver à la sexualité. Je veux dire, n'importe quel être humain va avoir une curiosité envers le sujet. Fait qu'il faut encourager ces jeunes à poser des questions puis à savoir que s'ils en ont des questions, justement, ben on va y répondre avec... Je sais que c'est pas tout le temps confortable, mais de le répondre d'une façon que, justement, va encourager le jeune à pas aller chercher des réponses dans une place, dans un trou noir. Parce que, puis ça peut vraiment... Tu sais, regarde, de la même façon que moi, 10 ans, là, en 10 ans, tu penses que j'ai pas travaillé sur moi, essayer de me voir différemment? En passant, c'est la partie 2, by the way. Juste pour pas qu'on se perde. Donc, ça, c'est 10 ans... Ben, 10 ans que, tu sais, dans le podcast numéro 1, tu sais, je disais que moi, je me suis fait opérer la labiaplastie. 10 ans que j'ai pas été capable de me débarrasser de ça parce que j'ai vu un magazine Playboy. Fait qu'imagine voir des images. Puis t'as jamais entendu parler de ça. C'est super tabou. Il y a personne qui t'en parle. C'est secret. Toi, tu vois ça, tu prends ça pour du cash parce qu'il y a personne qui t'a dit que c'était pas de même. C'est ultra dangereux. Fait que c'est de répondre aux questions des jeunes, rendre ça accessible, que ce soit à travers la littérature, que ce soit à l'école, que ce soit les parents, renseignez-vous. Vos jeunes vont en avoir des questions. Puis des accueillir, ces questions-là. Encore une fois, faire un lien avec mon fameux cours de sexologie qui m'a changé. Un autre, ce que je trouvais génial, puis d'ailleurs, tous les professeurs qui écoutent ça, la mise en situation. Les activités, c'est génial pour enseigner. Puis une des choses qu'il fallait faire dans une des mises en situation, c'était, d'accord, vous avez un enfant, il vous pose une question. Il vous demande c'est quoi une fellation. Comment vous y prenez? Moi, étant pas si à l'aise avec les termes pénis-vagin, parce que j'ai l'impression qu'il y a encore beaucoup de gêne par rapport à ces termes-là, surtout en s'adressant à un enfant qui est l'image, le symbole de la naïveté, de la pureté pour beaucoup. Moi, ce que j'avais dit, c'est, ben, tu sais, nous, les gars, puis la personne qui demandait la question, c'était une petite fille. Ben, tu sais, nous, les garçons, on a une espèce de suçon. Puis, la prof m'a dit, c'est une belle approche. Mais il y en a d'autres aussi qui m'ont dit, c'est pas. Il faut que tu dises que c'est un pénis, c'est pas un suçon. Sinon, ils vont vouloir voir le suçon de leur mononcle, puis ça va pas être génial. C'est quoi la meilleure approche pour enseigner à un enfant la sexualité? Utiliser les vrais termes. OK. Je veux dire, on utilise le vrai terme pour parler des yeux, de nos mains, de nos doigts, de nos orteils. On est là avec nos chansons. Genoux, orteils, genoux. Pourquoi est-ce que le pénis serait un suçon? Une vulve serait
une noune. Un smoke meat. Un smoke meat, regarde, ouais, ça, tu dis pas ça à un enfant de 4 ans. Hey, ton smoke meat, là! Mais, tu T'as sais, jamais entendu ça, Dorian? Oui. ben ça a contribué justement à me faire opérer. Je comprends, absolument. Puis c'est dégueulasse, je m'excuse. Non, mais pas je m'excuse de l'avoir dit, mais c'est juste, je suis désolé d'apprendre que des appellations, des comparaisons de même provoquent de tels chamboulements mentaux chez les absolument. jeunes. Hey, tu te fais comparer à de la viande de sandwich, là. C'est délicieux, du smoke meat. Absolument, C'est mais délicieux. pas Je mange entre tes plus de deux viande, jambes. mais c'était délicieux tu jadis. sais. Fait que, mais les vrais termes. D'accord. Les vrais termes. Je veux dire, un pénis, c'est un pénis, là. Une vulve, c'est une vulve. D'accord. Puis, comment on pourrait encourager les enfants à venir nous poser des questions à nous? Je pense qu'ils vont les poser tout seuls. C'est pas vrai, ça. Pas du tout. Ben, Mon frère, je le regarde grandir, puis comme il pose pas les questions, il est vraiment, comme on dirait, il veut pas poser ces questions-là. Fait que comment un parent pourrait, alors que moi, je voulais. Fait que moi, j'allais vers mes parents pour poser les questions. Fait que comment on peut encourager un enfant le plus possible à poser des questions à nous et non à Google? sexe.com. C'est ça, exact, sexe.com. Tu laisses traîner des livres dans la maison. Ah, j'aime ça. Je dis Puis- des livres ouais. genre sexualité pour enfants. Ouais, comme- moi, mes parents m'en avaient donné un à Noël. Ça s'appelait Full Sexuel. Je sais pas si ça existe encore. Il me Puis, semble que j'avais. C'est-tu ça? Moi aussi, ils m'ont donné un livre, mais je sais pas si c'est full sexuel. il était bleu, Oui! avec Oui. des personnes en dessinées dessus. Oui, je l'ai eu aussi, je l'ai. C'est Très très cool. drôle. Nice. Tu sais, moi, j'ai déballé ça. J'étais là, OK, merci. On passe au prochain cadeau. Mais j'étais bien contente de l'avoir, là. Moi, j'aurais trippé de ben l'avoir. Au Mhm. lieu de femmenusurlaplage.com, qui était mon site, qui était monsexe.com. Mais c'était encore dans la douceur. On revient au fait que je suis moins dans le stéréotype. Moi, quand j'ai vu de la porn pour la première fois, j'ai eu vraiment peur. Moi aussi, J'ai eu vraiment peur. Je trouvais ça agressif. traumatisée. J'avais 8 ans, puis je voyais... Parce que c'était une vidéo d'exhibitionniste aussi. Mm. C'était un couple qui baisait sur la plage pendant qu'il y avait du monde qui se promenait sur la plage. Puis je trouvais ça tellement terrorisant. Puis j'avais peur. C'est pas pour rien que j'avais peur de la mer à cet âge-là. Genre, j'avais peur d'aller à la plage. Ben, OK. À cause de ça, puis aussi parce que moi, j'aime beaucoup mes parents, puis j'avais peur. Tu sais, quand tu vas devant la plage, tu vois de l'eau à perte de vue, j'avais peur que mon père se perde dans l'eau, puis que je perde mon père, qu'il soit avalé par la mer. Ah ouais? Ouais, vraiment. J'avais vraiment Intéressant. peur que mon père aille dans la mer parce que j'avais peur qu'il se perde là-dedans. Oui, c'est le moment touchant, I guess. Ouais, ça cuit, Pour changer du touchant puis revenir au sale, comme on dit régulièrement, pour rester dans le domaine de la porn, dans la porn, c'est assez évident, il y a une glorification de l'immense pénis. Ouais. C'est fondé dans quoi? C'est parce que le pénis, c'est un symbole de la masculinité. Hein? Mhm. On veut quelque chose de gros, de fort, de puissant. C'est le symbole de la masculinité. Fait que, de la même façon que les gros seins ont déjà été à la mode, là, le sont encore. Là, les filles se font faire des augmentations mammaires communément. Là, c'est très régulier. Là. Tu sais, les gros seins, ça représente la féminité, l'abondance, ça représente la maternité. On est dans les stéréotypes des hommes, stéréotypes des femmes. Fait que oui, le pénis, enlarge your penis, là, ça existe encore. Les pompes. Des pompes à pénis, etc. Fait que c'est purement parce que c'est un symbole. OK. Puis on veut qu'il soit. C'est fascinant. Puis, j'ai jasé avec beaucoup de monde. J'ai jasé avec une amie qui m'a demandé, je parlais, t'as-tu déjà couché avec une personne noire? Puis elle m'a dit, non, mais j'aimerais ça, j'ai l'impression que ce serait comme l'ultime but. Est-ce que tu penses que ça vient de la pornographie aussi? Oui, fétichisation culturelle. Écoute, oui, dans la pornographie, on dépeint des catégories de personnes, pas juste les personnes noires, là, je veux dire. Plein de catégories de gens comme eux autres, c'est ça leur attribut, eux autres, c'est ça leur attribut, c'est comme ça coucher avec tel type de personne, tel type de personne. On dépeint. Fait que là, on s'attend à ça parce que les êtres humains, des fois, on croit tout ce qu'on voit. Fait que oui, ça vient de là, puis c'est de la fétichisation, puis c'est pas correct.
Salut tout le monde, l'épisode n'est pas fini. Dans le fond, l'épisode était vraiment long. Fait qu'on a décidé de faire 3 épisodes de 45 minutes au lieu d'un épisode de 2h30 parce que sinon, ça allait être trop long. Fait que on vous invite à nous retrouver la semaine prochaine pour la suite avec Anne-Marie.